Et bonjour, c'est Robin du podcast de l'Externe et on se retrouve en ce beau lundi pour un nouvel épisode de rhumatologie sur les arthropathies microcristallines. Donc il s'agit de l'item 198 et on va parler d'hyperuricémie, de crise de goutte, il y aura pas mal d'imagerie, des radiographies du poignet, du genou, du bassin. Ouah, j'ai eu trop peur, il y a eu un avion de chasse qui est passé juste au-dessus, j'ai cru que c'était la 3e guerre mondiale. Bon bref, on va partir sur ce long chapitre, long parce qu'il y a pas mal d'objectifs de rang A et B. Et après je crois qu'il y a pas mal d'imagerie aussi, donc ça m'a l'air plus long que ce que ça ne va l'être vraiment. Bref, on ne perd pas plus de temps et on commence par les 3 principaux microcristaux qui sont impliqués en pathologie humaine. Donc, comme on l'a dit, il y a 3 types de microcristaux en cause dans les arthropathies. Il va y avoir les cristaux d'urate de sodium, qui sont responsables de la goutte. Et il faut savoir que les cristaux d'acide urique ne sont que dans l'urine. Donc on dit des cristaux d'acide urique, pour parler d'une arthropathie, c'est faux. C'est des cristaux d'urate de sodium. On parle même de UMS, urate monosodique. Parce qu'il doit y avoir qu'une molécule de sodium par molécule d'urate. Donc ça, c'est le premier type de microcristaux. Il y a ensuite 2 types de cristaux calciques. Donc il y a le pyrophosphate de calcium, pour le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, du coup le rhumatisme associé. Et on a un type de cristaux calciques qui est du phosphate de calcium. Et ça va être tous les cristaux d'apatite, pour des dépôts radio-opaques qui sont habituellement périarticulaires. Donc, urate de sodium, notamment la crise de goutte, et pyrophosphate de calcium, pour le rhumatisme associé, et phosphate de calcium tout seul, notamment d'apatite. Alors, pour l'hyperuricémie, il faut connaître la valeur seuil. Donc, en fait, le seuil de solubilité des urates, c'est de 360 micromoles par litre. Et en milligrammes par litre, ça donne 60 mg par litre. Ça, c'est le seuil de solubilité. Au-delà, ça cristallise et ça fait des arthropathies. Donc, il y a 2 mécanismes principaux qui vont mener à l'hyperuricémie. Premièrement, ça sera surtout un défaut d'élimination rénale ou intestinale. Et deuxième mécanisme, c'est un excès de production d'acide urique, mais c'est plutôt rare. C'est surtout le défaut d'élimination rénale ou intestinale qui prévaut. La formation de cristaux d'urate de sodium, elle va résulter d'une hyperuricémie chronique, qui est donc supérieure au taux de solubilité, qui est à 360 micromoles par litre, ou 60 mg par litre, qui est le seuil de saturation du plasma en urate de sodium à 35 degrés. C'est la température des extrémités, donc c'est celle qu'on prend en compte pour le seuil de saturation. Comme ce phénomène de cristallisation est réversible, abaisser l'uricémie en dessous de cette valeur va permettre la dissolution des cristaux. Pas parce qu'il y a des cristaux qui se sont formés qui ne peuvent pas se redissoudre. Donc en fait, on va chercher à abaisser le taux d'uricémie. Cette valeur correspond aussi à l'uricémie qu'on appelle cible et qu'il faut atteindre après l'initiation d'un traitement hypouricémiant. Les microcristaux d'UMS, donc d'urate monosodique, on va l'appeler UMS à partir de ce moment-là, vont être libérés dans les articulations et vont être responsables d'accès articulaire aigu et avec le temps, de la constitution de dépôts tissulaires d'UMS en amas. C'est ce qu'on appelle le tophus goutteux. Voilà, ces gros nodules qui sont un peu disgracieux au niveau des doigts et qui sont en fait constitués de dépôts tissulaires d'urate de sodium. Dans les urines, le pH peut être acide, donc un pH acide pour l'urine c'est inférieur à 6, ce qui permet en fait la formation de lithiases qui sont faites d'acide urique en cas d'hyperuricurie, donc un excès d'acide urique dans les urines, qui peut donner des crises de colique néphrétique en aigu, et en chronique, ça va plutôt être des néphropathies uriques, qui pourront potentiellement être liées à ça. Donc la goutte, c'est la pathologie principale d'arthropathie liée à des dépôts d'acide urique, d'urate monosodique, On va prendre le pli.
La goutte, elle est habituellement primitive, donc familiale, avec une prédominance masculine. Il y a divers éléments du syndrome métabolique qui sont fréquemment associés à la goutte, notamment une obésité avec une augmentation du périmètre abdominal. Pour rappel, c'est plus de 94 cm chez l'homme européen et 88 cm chez la femme. L'hypertension artérielle, deuxième élément du syndrome métabolique qui est fréquemment associé à la goutte. L'intolérance au glucose qu'on appelle aussi le diabète sucré. Et enfin la dyslipidémie avec une diminution du HDL cholestérol, entre guillemets le bon cholestérol, et avec une hypertriglycéridémie associée. Les patients goutteux, ils sont donc à considérer à fort risque d'événements cardiovasculaires, ce qui explique en fait la surmortalité observée. Voilà, si on compare par exemple des courbes statistiques, eh bien, on aura plus de décès cardiovasculaires chez ceux qui ont des crises de goutte. Ça ne veut pas dire que la goutte est une pathologie mortelle, voilà, c'est une corrélation. La goutte qui survient avant 35 ans, elle est possible chez 10 à 15% des patients. Donc c'est plutôt rare, mais c'est possible. Et là, dans ce cas-là, elle doit faire rechercher une origine génétique avec des anomalies, des gènes codant les transporteurs d'acide urique dans les tubules rénaux. Il y a deux types de gènes qui codent ces transporteurs. Ça va être URAT1 et ABCG2. Voilà. Ça, c'est pour la goutte primitive. Et après, il peut y avoir une goutte secondaire. Donc ça peut être secondaire à une insuffisance rénale chronique qui va diminuer l'excrétion d'acide urique dans les urines, donc une accumulation dans les tissus. Et donc, il faut savoir que la prise pendant plusieurs années d'un médicament qui réduit l'excrétion urinaire d'acide urique, tout particulièrement les diurétiques thiazidiques, comme le furosémide, donc c'est le plus connu, l'acide étacrinique, l'acétazolamide, mais également la cyclosporine, le tacrolimus et l'aspirine à faible dose, ou certains antituberculeux comme l'éthambutol et la pyrazinamide. Voilà, tout ça, c'est des médicaments qui vont réduire l'excrétion urinaire d'acide urique. Donc, on a une petite radio du poignet où on a une calcification du ligament triangulaire du carpe. Donc là, pour le coup, on n'est plus sur la goutte, on est sur les arthropathies, les rhumatismes à cristaux de pyrophosphate de calcium. Donc on a une radio du poignet de face avec déjà un pincement articulaire donc qui nous montre une rhizarthrose avec une arthrose scapho-trapézoïdienne associée. Voilà. Et en plus de ça, dans cette radio du poignet, on a une calcification du ligament triangulaire du carpe qui se situe entre l'ulna et le carpe. Voilà, donc c'est en fait une chondrocalcinose articulaire et donc un rhumatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium. Je vous mettrai bien sûr l'image sur la publication Instagram. On a ensuite une belle radio de genou, de face. C'est un genou gauche par ailleurs. Et donc on a des calcifications des interlignes articulaires fémoro-tibiaux, entre le fémur et le tibia, des deux côtés. Et en fait, ce sont des calcifications méniscales. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un rhumatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium qu'on retrouve dans le cadre d'une chondrocalcinose articulaire. On a également une radiographie du bassin qui nous montre des calcifications. Donc là, ce sera les calcifications des cartilages fémoraux. Voilà, donc au niveau de l'articulation coxo-fémorale. On a aussi une arthrose parce qu'on a un pincement de l'interligne articulaire, des condensations osseuses. On n'a pas forcément de géode sur cette radio, pas ce que je sache. On a quelques ostéophytoses par contre, mais là surtout ce qui nous intéresse, c'est les calcifications des cartilages fémoraux, qui est donc aussi une chondrocalcinose. Et on a aussi une autre radiographie, je ne sais pas si c'est la même, non, ça en est une différente, où là pour le coup on a une calcification de la symphyse pubienne, qui est normalement un cartilage, parce qu'il y a une articulation à ce niveau-là, même si elle n'a que très peu de degrés de liberté, il y a quand même une petite jonction qui sert notamment lors de l'accouchement, et donc ce cartilage-là peut aussi se calcifier.
et c'est le cas sur cette radiographie du bassin. Revenons à la goutte maintenant. Bon, ça fait un peu le yo-yo, j'ai l'impression, entre la goutte et les autres types d'arthropathie microcristalline. Donc la prévalence de la goutte, on va faire un petit peu d'épidémiologie, c'est 0,9% chez les adultes. Donc quasiment 1 sur 100. Et c'est donc le rhumatisme inflammatoire intermittent le plus fréquent dans les pays industrialisés. Alors, on va voir un petit peu les caractéristiques sémiologiques, comment on fait le diagnostic positif d'un accès aigu microcristallin. Donc, pareil pour la goutte ou les autres types d'arthropathie. Il y a différentes phases et différentes caractéristiques des accès microcristallins, qu'ils soient articulaires ou périarticulaires, et c'est assez typique. Donc déjà, il y aura un début brutal. Il y aura une forte intensité de la douleur et des signes d'inflammation locale, donc de la rougeur et un œdème localisé en particulier. Le VA ou l'échelle numérique de la douleur sera supérieur ou égal généralement à 7 sur 10. Le maximum des symptômes douloureux est obtenu en moins de 24 heures, donc c'est pour ça qu'on a un début brutal et une évolution très rapide, moins de 24 heures pour obtenir le maximum, l'acmé, j'oserais dire, de la douleur. Et on a aussi une rougeur locale qui est parfois très intense. Classiquement, on va pouvoir le décrire rouge pivoine. Et on aura ensuite une résolution spontanée en quelques jours à quelques semaines, donc ça peut être assez long, finalement, avec une restauration initiale qu'on appelle ad integrum de l'articulation au début de la maladie. Donc voilà, à la fin de l'épisode intermittent, on revient à l'état initial. Il s'agit rarement d'une grosse jambe rouge aiguë, donc il peut y avoir des diagnostics différentiels auxquels il faudra faire attention. Et il y a certains prodromes, donc des symptômes qui vont précéder l'accès articulaire, qui peuvent être comme des types de brûlures en fait. Voilà, on peut retrouver ce type de symptômes avant l'atteinte articulaire. Donc les facteurs de risque, en dehors bien sûr de l'hyperuricémie, ça va être l'âge. C'est pour ça qu'on a vu, c'était plutôt les personnes âgées, mais que ça pouvait être possible en dessous de 30 ou 35 ans. Mais globalement, c'est l'âge. Le sexe masculin. Il y a aussi, bien sûr, la ménopause chez les femmes. Les antécédents familiaux de goutte. L'insuffisance rénale chronique. Voilà, parce qu'on a vu que c'était une des causes d'hyperuricémie, du coup. Le syndrome métabolique, on l'a vu aussi. Ensuite, les habitudes alimentaires. Par exemple, les régimes hyperprotéiques. Ceux qui vont manger beaucoup de viande, beaucoup de charcuterie, etc. Et les boissons riches en fructose. Les jus de fruits, etc. L'alcool aussi est un facteur de risque, notamment les bières, qu'elles soient avec ou sans alcool. Donc là, pour le coup, c'est plutôt lié à leur richesse en purine. Voilà, les acides aminés. Les alcools forts aussi, et les calories qui sont dites inutiles, donc qui ne vont pas servir au métabolisme en fait. Il y a certains médicaments aussi qui sont des facteurs de risque, donc on l'a vu avec notamment les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de Lens et la cyclosporine. Et aussi le surpoids ou l'obésité, mais qui fait un petit peu partie du syndrome métabolique. Donc voilà, ça c'est un petit peu un item un peu redondant. Les comorbidités qu'on peut retrouver, donc ça va être les autres maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, qui est définie par un DFG estimé à moins de 60 ml par minute, le diabète, l'ulcère gastro-duodénal également, et tout type d'infection. Et enfin, pour les facteurs déclenchants d'une crise de goutte, ça peut être déclenché par un traumatisme, par de la déshydratation, qui va venir favoriser la condensation de ces cristaux, un contexte post-opératoire, un infarctus, une infection à distance, une prise médicamenteuse, donc les diurétiques, mais aussi, attention, la mise en route d'un traitement hypouricémiant, qui ponctuellement va pouvoir déclencher la crise de goutte. C'est pour ça qu'on va le voir après, je pense, quand on met en place un hypouricémiant, donc un traitement qui va faire diminuer le taux d'acide urique dans le sang, on va en plus protéger
par de la colchicine, qui est le traitement à proprement parler de la crise de goutte. Voilà, parce qu'on a un sur-risque de crise de goutte si on met que l'hypouricémien seul. Le facteur déclenchant peut aussi être l'absorption de certaines boissons, donc comme on l'a vu, c'est des boissons alcoolisées, de la bière avec ou sans alcool et des sodas qui sont riches en fructose. Et enfin, des consommations d'aliments trop caloriques ou riches en protéines animales. Typiquement, ça me rappelle le cas d'un patient assez jeune pour le coup, il devait avoir la quarantaine, et qui venait avec son gros orteil, on va le voir, hein, c'est un des symptômes principaux. Donc gros orteil très douloureux, il venait de faire une partie de chasse et il avait bu le sang de l'animal, du gibier. Et voilà, ça lui a déclenché sa petite crise de goutte annuelle, j'oserais dire, puisque il n'était pas à son premier événement. Alors, les modalités du diagnostic de la crise de goutte et d'identification des situations qui vont nécessiter un avis spécialisé. Donc, pour faire le diagnostic de la crise de goutte, habituellement, ça débute au membre inférieur et en particulier au pied. Donc, l'articulation métatarsophalangienne du gros orteil, ça c'est le plus classique, la cheville, et puis de façon ascendante, on pourra avoir une atteinte au genou. Les crises, elles se résolvent d'elles-mêmes, ou elles vont être raccourcies ou bloquées par les traitements de la crise. Elles récidivent, par contre, en l'absence de traitement hypouricémien, avec une fréquence variable, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois. Aïe! Tiens, Léon, il m'a mordu. Donc ça peut aller de quelques semaines à quelques mois ou années. Donc l'exemple de mon monsieur, lui, c'était une fois par an à peu près. Les crises, il faut savoir qu'elles vont se rapprocher assez souvent, et du coup, d'où l'intérêt du traitement hypouricémien en fait. Et quand on est à ce stade d'accès aigu, eh bien les articulations sont normales par contre entre les crises. Donc si on fait une radio, on verra pas grand chose si on est en dehors de la crise. Après plusieurs années, il y a une évolution de la localisation et ça va pouvoir toucher les membres supérieurs. Et donc dans ce cas-là, la goutte, elle va toucher notamment les doigts, etc., les mains, les poignets. Et exceptionnellement, quand vraiment c'est avancé, on peut avoir de la goutte sur le rachis, la hanche, voire l'épaule. Mais c'est plutôt rare. Donc pour faire le diagnostic de la goutte, ça va reposer déjà sur le terrain. Donc on l'a vu, mais on va rappeler un petit peu les principaux critères. Ça va être les hommes de plus de 35 ans ou la femme ménopausée qui, a fortiori, ont un traitement par diurétique au long cours, qui ont été transplantés d'organes, donc qui ont pris potentiellement du tacrolimus ou de la cyclosporine. Le contexte familial doit être aussi recherché parce qu'on l'a vu, la goutte a une forte composante génétique. Voilà. Il y a certains aussi écarts nutritionnels qui mettent en avant les interactions entre les gènes et l'environnement. L'excès de boissons sucrées, riches en fructose, donc les sodas, même sans sucre d'ailleurs, il faut y faire attention. La consommation de bières avec ou sans alcool, qui vont être riches en guanine et aussi en purine. Les alcools forts, notamment le whisky, le cognac, etc. L'alimentation trop calorique, donc par aussi le biais d'excès de boissons alcoolisées, qui sont très riches en calories vides, entre guillemets, des calories inutiles. Puisque pour rappel, un gramme d'alcool, c'est, je crois, 7 calories. Donc c'est plus qu'un gramme de glucides, par exemple, qui est à 6 calories. Je crois que l'alcool, c'est 7 et les lipides, c'est 9. De mémoire, hein, c'est des cours qui remontent un petit peu, mais je crois que c'est ça. Donc on voit que c'est assez énorme. Et aussi l'alimentation trop riche en protéines animales. On va aussi faire reposer le diagnostic de goutte sur l'anamnèse, donc l'histoire de la maladie. Est-ce qu'il y a eu des crises de goutte antérieures? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de goutte? Des antécédents aussi de lithiase urique. On va aussi rechercher dans un accès goutteux les facteurs déclenchants. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme, un contexte post-opératoire, un infarctus ou une infection à distance, la prise de médicaments, et notamment la mise en route d'un traitement hypouricémien, on le rappelle, et enfin l'absorption de certaines boissons ou aliments qui déclenchent l'accès goutteux.
On va ensuite rechercher sur l'articulation les caractéristiques de la crise microcristalline. On va rechercher la topographie, leur sensibilité rapide à la colchicine, qu'on va essayer de débuter le plus tôt possible. Et donc la colchicine, c'est le traitement de la crise. C'est pas un traitement hypouricémiant. Et enfin, on peut avoir dans certains cas aussi la présence de tophus visible ou palpable cliniquement. Pour faire l'examen diagnostique, on va pouvoir demander ou prescrire certains examens paracliniques. Donc, sur la prise de sang, on pourra avoir une hyperuricémie qui, le plus souvent, elle est supérieure au taux de précipitation de ces cristaux, donc qui est à 360 micromoles par litre ou 60 mg par litre. Mais aussi, lors des accès, elle peut être normale. Et donc dans ce cas, il faut répéter le dosage une quinzaine de jours après l'accès goutteux, ce qui permet en fait d'avoir une uricémie basale, entre guillemets, avant le début du traitement hypouricémien. Ça va nous servir un peu de point de départ, pour voir la bonne efficacité du traitement. On va pouvoir aussi mettre en évidence des microcristaux d'urate monosodique dans le liquide articulaire ou dans un tophus clinique. Et ça, donc, c'est l'examen le plus contributif au diagnostic car il est pathognomonique. Toujours sympa de caler ce petit mot savant. La demande d'un examen d'imagerie. Donc, la radiographie articulaire ne montre que très tardivement l'aspect d'arthropathie uratique, qui est faite de géodes ou d'encoches épiphysaires, avec une conservation prolongée de l'interligne articulaire et une ostéophytose marginale, donc ça sera beaucoup moins parlant que lors d'une arthrose par exemple classique. Elle a surtout un intérêt, cette radio articulaire, dans le diagnostic différentiel. Différencier une crise, une poussée d'arthrose d'une arthropathie microcristalline. L'échographie articulaire, quant à elle, avec un Doppler couleur, elle peut être très utile si elle montre un aspect en double contour. Donc qu'est-ce qu'on appelle le double contour ? En fait, ça correspond aux dépôts uratiques qui sont présents à la surface du cartilage. Donc on aura une double couche qui correspondra donc à la fois au cartilage et au-dessus, mais aux dépôts d'urate qui sont présents à la surface. On pourra aussi déceler des tophus goutteux qui sont non visibles à l'examen clinique. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, pour parler de vocabulaire, on dit un tophus d'étophie. Donc là, il y aurait une petite faute dans ce cas-là. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà. J'étale ma science. Et donc voilà, avec l'échographie, on peut voir d'étophie goutteux, du coup, qui serait non visible à l'examen clinique ou à la radiographie. Le Doppler, lui, montrera la vascularisation plus intense, en rapport avec la composante vasculaire de la réaction inflammatoire locale. Voilà pour les imageries qu'on peut demander. Et donc, il y a quelques situations qui vont nécessiter un avis spécialisé. Donc, on va voir lesquelles peuvent s'y relier. Donc, toute goutte précoce qui débute avant l'âge de 35 ans, bien là, on va pouvoir prendre un avis de rhumatologue ou de néphrologue spécialisé à la recherche de maladies génétiques ou de maladies rénales. Les gouttes polyarticulaires également peuvent nécessiter un avis spécialisé. La goutte tophacée, donc qui vont avoir des tophies, ou avec une dactylite goutteuse, voilà, donc une inflammation des doigts. La goutte en contexte d'insuffisance rénale chronique, avec un DFG inférieur à 60 ml par minute, on va demander l'avis au néphro. La goutte en contexte d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance coronaire instable, avis cardio. Une goutte difficile à traiter, donc si par exemple le traitement est inefficace, s'il y a une intolérance ou une contre-indication à l'emploi de la colchicine, des AINS ou de l'utilisation répétée des corticoïdes, qu'ils soient oraux ou intramusculaires. Et s'il y a des patients qui sont allergiques ou qui ont des antécédents d'allergie à l'allopurinol, avant mise en route du febuxostat. Le febuxostat, je vais chercher ce que c'est déjà, parce que ah oui, c'est un médicament hypouricémiant aussi, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de prescrire l'allopurinol. Voilà, le febuxostat, il réduit aussi le taux d'acide urique dans le sang, voilà.
Donc si en fait on a des antécédents d'intolérance ou d'allergie à l'allopurine ou au febuxostat, eh bien on peut prendre un avis spécialisé. Alors, les diagnostics différentiels maintenant, et notamment les identifications des cas d'urgence. L'inflammation aiguë, elle est causée par les cristaux, et ça peut être à l'origine de signes généraux, de la fièvre par exemple, voire même des frissons. Et à la bio, on va avoir un syndrome inflammatoire aigu, donc une élévation de la CRP, voire de la VS, la vitesse de sédimentation, même si on le fait un petit peu moins, et une hyperleucocytose. Ça, c'est la définition du syndrome inflammatoire aigu biologique. Devant ces signes, eh bien, une infection articulaire doit être exclue, parce que ça, c'est une situation d'urgence. Cependant, ils peuvent aussi correspondre, ces signes généraux, à une infection associée, qui est, on l'a vu, une cause déclenchante classique d'un accès de goutte. Et donc, ce tableau clinique explique parfois les passages aux urgences et les hospitalisations. Donc, il faut voir un peu comment on fait la diff entre une arthrite septique ou juste une arthropathie microcristalline. Mis à part l'accès goutteux, la goutte peut donner lieu aux manifestations suivantes. Donc, après plusieurs années, on l'a dit, ça peut atteindre les membres supérieurs, voire le rachis, la hanche et l'épaule. Et il y a aussi des oligoarthrites ou des polyarthrites goutteuses qui sont possibles. On l'a vu, ça va faire intervenir un appel à un confrère spécialiste. Donc, l'analyse du liquide synovial qu'on obtient lorsqu'on fait une ponction exploratrice, elle va retrouver, dans le cas de ces arthropathies, un liquide articulaire inflammatoire, donc avec une cellularité supérieure à 2000 cellules nucléées par millimètre cube, et c'est parfois très élevé d'ailleurs, jusqu'à 100 000 par millimètre cube. Ça va être surtout à prédominance de PNN, de polynucléaire neutrophile. Il faut retrouver systématiquement, bien sûr, une négativité des examens bactériologiques pour éliminer l'arthrite septique, bien qu'il peut y avoir une association possible. Si on a à la fois une arthrite septique et microcristalline, on peut avoir à la fois des bactéries et des présences de microcristaux. C'est pour ça que d'ailleurs, la présence de microcristaux dans le liquide est inconstante. On peut ne pas les retrouver. On a quelques jolies photos ensuite de tophus, cliniquement décelables là pour le coup, qu'on retrouve au niveau des articulations métatarso-phalangiennes du gros orteil, de la luxe. On l'a aussi au niveau des index ou du pouce. Là on l'a, c'est dégueulasse. Pardon, je critique pas ces gens-là, mais ça donne pas envie d'en avoir. Donc il y en a au niveau des doigts, des pouces et des orteils globalement. A priori, on peut aussi l'avoir au niveau de l'hélix. Donc là, il n'y a pas de photo qui le démontre, qui le montre. Mais au niveau de l'oreille, on peut aussi avoir des tophis goutteux. Ceux-là, ils sont cliniquement décelables, on ne peut pas passer à côté. Donc, il y a 2 examens biologiques indispensables à visée diagnostique dans la goutte. Il y aura déjà l'uricémie, qui peut être normale à tension lors d'un accès goutteux, et qui va s'élever un petit peu plus tard. Et il y aura aussi la créatininémie, avec l'estimation du débit de filtration glomérulaire, le DFG estimé, voilà, selon les formules MDRD ou CKD-EPI, on le rappelle. Et par ailleurs, on pourra aussi réaliser un hémogramme. Mais les 2 principaux qui sont indispensables à visée diagnostique, c'est l'uricémie et la créate, avec pour la fonction rénale en gros. Donc la goutte, elle doit être traitée, bien sûr, compte tenu de sa mortalité cardiovasculaire associée. Et attention, cependant, un traitement hypouricémiant qui entraînerait une hypouricémie, c'est également un risque d'une augmentation de la mortalité. Donc il faut avoir un taux d'acide urique suffisant aussi. Alors, de manière caricaturale, il y a 2 éléments qui sont importants pour connaître les différences de terrain entre la goutte, l'arthropathie à pyrophosphate de calcium et la calcification apathitique.
Donc c'est aussi un phosphate de calcium, mais avec des dépôts d'apatite. Donc il y a deux éléments qui sont importants. Déjà, il y aura le terrain et le site de l'arthrite. Donc le terrain il va différer selon la maladie. Pour la goutte, ça sera plutôt un homme mûr, souvent en surpoids ou obèse, qui sera atteint de maladies cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale ou de diabète sucré ou un petit cocktail des trois. Pour le rhumatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium, ça sera le sujet âgé, ça c'est vraiment le terrain. Et pour les crises calciques apatitiques, ça sera la femme plus jeune. Donc ça, déjà, le terrain va nous donner une bonne indication. C'est intéressant à savoir. Et enfin, le site de l'arthrite, ou de la périarthrite d'ailleurs, peut parfois orienter le diagnostic. La goutte, on l'a vu, c'est initialement une atteinte de l'articulation métatarsophalangienne du gros orteil ou d'une autre articulation du pied. C'est les autres métatarsophalangiennes, le tarse ou la cheville. Le rhumatisme à pyrophosphate, c'est plutôt une arthrite du genou ou du poignet. Voilà, ça va être essentiellement ces deux articulations-là. Et les accès périarticulaires liés au dépôt apatitique, donc chez les femmes plutôt jeunes, on l'a vu, ça touche souvent l'épaule par une tendinite calcifiante des muscles de la coiffe, ou ça va être une atteinte de la main avec des pseudo-phlegmons ou abcès / cellulite qui vont récidiver au niveau des doigts ou des poignets. Donc ça, c'est plutôt les accès périarticulaires liés au dépôt apatitique. Les principes de la prise en charge d'une crise aiguë de goutte. Et donc quand on en vient au traitement, on se rapproche de la fin de l'item. Donc restez bien concentrés, on a fait le plus dur. Donc il y a 4 principes simples qui président à la prise en charge et qui est fondée sur l'éducation du patient. Premièrement, le patient doit être informé de l'importance qu'il y a de traiter la crise de goutte dès ses premiers signes. Il doit pouvoir s'auto-traiter selon un traitement prédéfini qui va être expliqué et prescrit par son médecin traitant ou le médecin spécialiste, le cas échéant, si ça a été découvert lors d'une hospitalisation par exemple. Donc voilà, très important de traiter dès les premiers signes et ne pas attendre que ça s'installe. Le patient doit également savoir que le traitement de la crise ne suffit pas à traiter la goutte. Il sert à traiter l'accès goutteux, mais la goutte, la maladie de la goutte à part entière n'est pas suffisamment traitée par le traitement de la crise, à savoir la colchicine. Il doit connaître donc l'importance du traitement hypouricémiant qui, à lui seul, peut soulager définitivement les symptômes de la goutte. Si son taux d'acide urique est dans les normes, il peut ne plus jamais avoir de crise de goutte. Et donc ne plus avoir à prendre le traitement de la crise de goutte. Donc c'est quand même une très bonne chose. Le choix du traitement de la crise va dépendre déjà des comorbidités. On le rappelle, maladie cardiovasculaire, insuffisance rénale, diabète, ulcère gastro-duodénal, infection, etc. Il va aussi dépendre ce traitement des antécédents d'intolérance médicamenteuse, comme pour tout médicament, des interactions médicamenteuses potentielles, pareil, du nombre et du type d'articulation touchée, également. Et donc en fonction de ces éléments-là, on va avoir plusieurs médicaments qui peuvent être utilisés pour le traitement de la crise. Premièrement, le plus commun, la colchicine. La posologie, elle est simple. Il y a 1 mg administré dès le début de la crise. Généralement, c'est 2 comprimés, parce que c'est des comprimés de 0,5 mg. Donc 1 mg dès le début de la crise, suivi de 1,5 mg une heure plus tard. Est-ce que c'est des milligrammes ou des grammes d'ailleurs? Je me demande s'il n'y a pas une erreur. Ouais, non, si, c'est bien des milligrammes. Ouais, c'est bien des comprimés de 1 mg ou de 0,5 mg. Donc, on rappelle, la colchicine 1 mg dès le début de la crise. Une heure plus tard, 1,5 mg, soit 1,5 mg le premier jour, et qu'on poursuivit les jours suivants à 0,5 mg fois 2 à 3 comprimés par jour en fonction de l'évolution. Donc voilà, le premier jour on attaque fort avec 1,5 mg, donc 1 mg plus 0,5 une heure après, et les jours suivants on est aussi sur 1 à 1,5 mg, mais 2 à 3 fois par jour,
répartis en tout cas sur 2 à 3 prises par jour en fonction de l'évolution. Ça, c'est pour la colchicine qui est le plus donné. On peut aussi avoir recours aux INS Peros. Donc là, c'est pareil, dès le début de la crise et sur une courte période, le temps de la crise. Par contre, ils doivent être évités en cas d'insuffisance rénale ou de maladie cardiovasculaire sévère. La corticothérapie orale, pareil, peut s'administrer dès le début de la crise, à la dose de 30 à 35 mg par jour, en équivalent prednisone, voilà, qui est un peu le repère. Donc pendant 3 à 5 jours. On peut aussi faire une corticothérapie locale, donc intra-articulaire, une infiltration. Et en milieu hospitalier, on peut distribuer, administrer en tout cas un inhibiteur de l'interleukine 1 en cas d'échec des autres thérapeutiques ou de contre-indication de toutes les autres molécules. Il y a aussi bien sûr d'autres mesures pharmacologiques et non pharmacologiques qui peuvent être associées. Donc les médicaments antalgiques, selon l'évaluation de la douleur, voilà, si le traitement de la crise à lui seul ne suffit pas. Et après, non pharmacologique, on peut avoir recours au repos, avec un appareillage simple, une orthèse, et le glaçage articulaire, avec protection cutanée pour ne pas brûler la peau, et ça va raccourcir la durée de l'accès goutteux. Voilà pour le traitement de la crise. Pour le traitement de la maladie goutteuse en général, il y aura des règles hygiéno-diététiques à mettre en place. Donc, initier un amaigrissement progressif en cas d'obésité ou de surcharge pondérale. Voilà, c'est pas de la grossophobie, c'est juste un traitement. Donc, on va prévenir ainsi le surpoids et l'obésité. On va diminuer la prise de boissons alcoolisées et de tous les risques qui vont être liés à l'alcool. On va interdire les spiritueux, donc les alcools forts et la bière, qui est très riche en purine même lorsqu'elle est sans alcool. On va arrêter les sodas sucrés. On va diminuer les jus de fruits qui sont aussi riches en fructose. On va encourager la consommation de laitage écrémé, voilà, qui a un effet uricosurique. Donc ce mot compliqué juste pour dire que ça va augmenter l'excrétion urinaire d'acide urique. Et on va modérer la consommation de viande et de produits de la mer. Donc pour ceux qui en mangent à tous les repas, voilà, ça va être le limité à quelques fois par semaine maximum, quoi. Notamment la viande rouge qui est encore plus à risque, ainsi que la charcuterie. Les principes sont à prendre en compte par le médecin et le patient. Donc il y a une alliance thérapeutique à mettre en place entre les deux. Donc bien sûr il y aura une information et une éducation du patient qui sont essentielles au succès du traitement de fond de la goutte. Le patient goutteux doit savoir que les crises de goutte sont l'expression de dépôts chroniques de cristaux d'urate. Donc en fait, on a un peu à faire face à une annonce d'une maladie chronique dans le cadre de la goutte. C'est pas juste un épisode isolé, c'est un épisode qui peut revenir, voilà, s'il y a des dépôts chroniques des cristaux d'urate. Le but du traitement doit être bien compris par le patient, bien sûr, et correspond en fait à l'abaissement permanent de l'uricémie afin d'obtenir la dissolution de ces dépôts. Et du coup, la disparition des signes cliniques et aussi la prévention des complications chroniques de la goutte. Il faut du coup que le médecin prenne bien le temps d'informer le patient sur l'importance d'obtenir une valeur cible d'uricémie qui va permettre la dissolution des cristaux, l'importance de l'observance au long cours des traitements hypouricémiants, le risque de crise de goutte à l'instauration des médicaments hypouricémiants, donc être à l'affût de tout symptôme articulaire. Il faut aussi que le patient soit bien informé sur le risque cardiovasculaire, métabolique et rénal associé à la goutte, et donc le fait que ce ne soit pas une maladie anodine. Il faut que le patient ait conscience des adaptations qui vont être nécessaires sur son mode de vie avec le respect des règles hygiéno-diététiques qu'on a vues juste avant, et qu'il y aura aussi un dépistage des comorbidités et leur traitement si jamais il y en a déjà. Que ce soit pour un syndrome métabolique, des pathologies cardiovasculaires ou une atteinte rénale. On va parler rapidement des formes sévères de la goutte.
Donc en fait, ça sera lorsqu'il y a des gouttes qui ne sont pas traitées et qui vont évoluer sur des années et des années. Donc là, bien, les accès ils vont récidiver en devenant de plus en plus fréquents. On l'a vu qu'après plusieurs années, les articulations vont monter pour aller atteindre le rachis, la hanche, l'épaule. Et ainsi, une arthropathie chronique peut se constituer. Elle va se traduire du coup par des douleurs mécaniques chroniques qui seront émaillées de crises inflammatoires et qui seront particulières par la présence d'étophie du coup, visibles sous la peau en regard. L'étophie, là ils ont mis l'étophie. Pourquoi ils alternent d'étophus ou d'étophie, je sais pas. Il se localise cette étophie autour des articulations atteintes, mais aussi dans des sites électifs. Le pavillon ou l'hélix de l'oreille, c'est la zone cartilagineuse. Les coudes, on peut aussi avoir une bursite olécrânienne. Les tendons calcanéens et patellaires, donc en fait le tendon rotulien et le tendon d'Achille, peuvent être atteints de tophie. Les articulations interphalangiennes distales ou même la pulpe des doigts, chez les patients sous diurétique, peuvent être le site de tophie goutteux. Et donc la prise en charge, bien sûr, doit tenir compte des comorbidités, comme pour toute pathologie en fait. Voilà pour la goutte. Pour parler rapidement des accès de aigus articulaires cristaux de pyrophosphate de calcium, on va voir deux principales affections associées à ces arthropathies, notamment l'hémochromatose ou l'hyperparathyroïdie primaire. Ah, zut, j'ai un petit appel, alors... Voilà, c'était rien d'important, une pub comme d'hab. Je reprends l'enregistrement quelques jours après parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas j'avais pas enregistré la dernière partie après cet appel malheureux. Donc voilà, j'ai publié l'épisode avec une fin un peu brutale. Donc voilà, c'était pas long ce qui reste. Il reste 2 petits paragraphes, mais on va reprendre maintenant. Donc en fait, il nous manquait les principes des traitements de l'accès aigu à cristaux de pyrophosphate de calcium. Et donc en fait, ils peuvent être traités de la même façon que les accès goutteux. Toutefois, il y a quelques différences, notamment l'âge plus élevé des patients et les comorbidités qui sont souvent plus nombreuses et plus sévères, et ainsi que les médicaments qui sont associés et le risque d'interaction avec ceux-ci, qui doivent rendre encore plus prudent dans l'emploi des AINS et de la colchicine. Il faut bien sûr adapter les posologies à l'âge du patient. Et on peut également avoir une solution simple en cas de monoarthrite, donc d'une seule articulation touchée, c'est l'infiltration intra-articulaire d'un dérivé cortisonique, sous réserve bien sûr d'avoir exclu une infection articulaire associée par l'examen du liquide synovial. Voilà, et on termine enfin par les principes du traitement de l'accès aigu à cristaux d'hydroxyapatite cette fois-ci. Donc là, le traitement il va comprendre le repos, le glaçage de l'articulation en question, les AINS, voire une corticothérapie orale, donc là une dose de 30 mg par jour, en cure courte de 3 à 5 jours, voilà, que ce soit pour l'AINS ou la corticothérapie. Et les injections cortisoniques locales peuvent là aussi être efficaces, mais doivent être réalisées en seconde intention, parce que dans tous les cas, l'évolution spontanée favorable est la règle dans ce type d'accès aigu à cristaux d'hydroxyapatite. Voilà, et bien c'est la fin de cet épisode qui s'est donc enregistré en 2 parties. Vous m'envoyez désolé pour ceux qui étaient un peu frustrés lors de la première écoute. Heureusement que l'un d'entre vous m'a laissé un petit message pour me dire que la fin était bâclée. Donc voilà, c'est chose faite. Vous pouvez retrouver du coup ce nouvel épisode en ligne à partir de maintenant, donc du vendredi 13 février. Et puis moi je vais me lancer dans l'enregistrement de l'épisode de lundi prochain, comme ça on va enchaîner et puis tout le monde sera content. Voilà, je vous en dis pas plus, passez une bonne Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou tout seul, on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Ça c'est une expression que je viens d'inventer. Voilà, j'espère que vous allez profiter de ce petit week-end malgré la tempête Nils qui a causé des dégâts dans ma région, en tout cas dans l'Aveyron, là c'est un peu
la Hesse, on va dire. J'ai plus de... grosse coupure de courant, les routes inondées, les arbres en travers de la route. Il y a des coupures d'internet, toutes les joyeuseries liées à cette tempête. Donc bon, c'est comme ça. C'est le changement climatique, il va falloir s'y faire. Allez, j'arrête de vous embêter avec mes déblatérations inutiles et futiles. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis on se dit à lundi prochain pour le nouvel épisode. Allez, bisous, ciao ciao à tous.